Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 étapes pour traiter le diabète. Étape 1, des mesures diététiques et d'hygiène de vie. Une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique peuvent, dans un premier temps, suffire à contenir un diabète découvert tôt. De toute façon, même si plus tard le recours à des médicaments s'avère nécessaire, ces mesures hygiéno-diététiques devront être maintenues, elles pourront éviter d'avoir accumulé plusieurs molécules et augmenteront leur efficacité. Donc, si vous n'êtes pas en surpoids, vous devez avant tout veiller à ne pas sauter de repas et à manger de tout, protéines, légumes et féculents à chaque repas. Si rien ne vous oblige à faire l'impasse sur les pâtes et le pain, vous devez cependant éviter les produits très sucrés comme les sodas, les bonbons, les pâtisseries, les morceaux de sucre dans le café ou le thé. Les fruits ne sont pas interdits, sachant que certains sont plus sucrés que des autres et donc à consommer en moins grande quantité. Pour les fruits rouges, groseilles, framboises, fraises, cassis, mûres, myrtilles, le melon ou la pastèque qui ne contiennent que 5% de sucre, la portion quotidienne peut atteindre 300 grammes. Pour les pommes, poires, oranges, clémentines qui elles en contiennent 10%, la portion ne devra pas dépasser 150 grammes. Pour les raisins, cerises et fruits exotiques très riches en sucre, la portion sera de 75 grammes. Alors que si vous êtes en surpoids, la perte de 3 ou 4 kg contribue déjà à améliorer son équilibre glycémique, ainsi, il faudra ajouter aux recommandations précédentes une diminution des graisses. Pour cela, il est recommandé d'abaisser fortement sa consommation de viande rouge, charcuterie et friture pour privilégier les viandes blanches et les poissons. Concernant l'activité physique, bouger constitue la solution la plus efficace pour lutter contre l'insulinorésistance. Pour observer une amélioration de sa maladie, un patient doit pratiquer 30 minutes d'activité physique, en une seule fois ou plusieurs, idéalement chaque jour, sinon au moins tous les 2 jours. Au-delà de 48 heures, les effets bénéfiques sur le métabolisme disparaissent. Étape 2, prise d'un médicament. Si, au bout de 6 mois, le taux de sucre dans le sang n'est pas revenu à un niveau satisfaisant, il faut envisager de passer à la vitesse supérieure. Pour prendre cette décision, le médecin se fonde sur une mesure, celle de l'hémoglobine glyquée, une fraction des hémoglobines qui circulent dans le sang et fixe le glucose qui s'y trouve. Elle permet d'évaluer la glycémie, non pas de façon ponctuelle, mais révèle une moyenne sur les 3 derniers mois. Si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7%, le moment est venu d'introduire un premier médicament. Le médecin peut le choisir au sein de plusieurs familles. Les biguanides. La molécule la plus couramment utilisée dans cette famille se nomme la metformine, glucophage ou stagide pour les noms commerciaux. Elle lutte contre le phénomène des insulinorésistances et permet à l'insuline d'agir plus efficacement. Mais elle ne provoque pas la fabrication d'un surcroît d'insuline par l'organisme, cela n'est pas un insulinosécréteur. Une particularité très intéressante, car elle met le malade à l'abri de tout risque d'hypoglycémie. En effet, cette chute brutale du taux de sucre dans le sang, qui entraîne un malaise pouvant parfois aller jusqu'au coma, est provoquée par un excès d'insuline. La metformine est souvent le premier médicament introduit et généralement conservé tout au long de la vie du patient, même si plus tard des autres sont rajoutés. Il doit être pris 2 à 3 fois par jour, plutôt en fin de repas pour limiter les effets secondaires. Signalons que 10 à 15% des malades ne supportent pas la metformine à cause des effets indésirables sur le plan digestif, diarrhée et atulence. Les glinides et les sulfamides. Les médicaments appartenant à ces 2 familles sont des insulinosécréteurs, c'est à accent grave dire qu'ils stimulent la sécrétion d'insuline et peuvent donc provoquer des hypoglycémies. Voilà pourquoi on ne les prescrit jamais en première intention, mais seulement chez les patients qui ne supportent pas la metformine. Les glinides, novonormes pour le nom commercial, sont moins puissants et ont une durée d'action moindre que les sulfamides diamicron, daonil ou amarel pour les noms commerciaux 2 à 3 heures contre 24 à 36 heures. Les médecins préfèrent souvent les glinides quand ils ont à traiter des personnes âgées fragiles. Ceux-ci se prennent avant chaque repas, les sulfamides 1 fois par jour le matin. Les inhibiteurs de l'enzyme DPP4. Pour bien comprendre le mécanisme des actions de ces médicaments, il faut savoir que notre organisme fabrique une hormone appelée GLP-1 chargée de déclencher la fabrication des insulines au moment où le contenu de notre repas arrive dans l'estomac.
Elle ralentit aussi la vidange de l'estomac pour donner une sensation de plus grande satiété et agit au niveau cérébral sur le centre de la faim. Chez les diabétiques, cette hormone GLP-1 est déficitaire. Et de plus, comme chez tout le monde, elle a une durée de vie très courte, 2 à 3 minutes, car elle est dégradée par une enzyme, la DPP4. DOULID utiliser ces inhibiteurs de l'enzyme DPP4, Januvia ou Xelevia pour les non-commerciaux. Ils viennent contrecarrer l'action de l'enzyme DPP4 et l'empêcher de dégrader l'hormone GLP-1, et donc favorise la sécrétion des insulines. Les risques hypoglycémiques sont ici très faibles car l'insuline n'est produite que si un aliment arrive dans l'estomac. À la différence des sulfamides, qui déclenchent la sécrétion des insulines même si la personne saute un repas. Eux aussi sont souvent utilisés chez les personnes âgées qui ne supportent pas la metformine. Ils existent en 1 ou 2 prises quotidiennes, avant le repas. Dans la 3e étape, lorsque cette monothérapie ne suffit plus à équilibrer le diabète et que l'hémoglobine glyquée remonte au-dessus de 7%, un deuxième médicament est associé au premier. De multiples combinaisons. Le médecin peut, par exemple, prescrire de la metformine plus un inhibiteur de l'enzyme DPP4, association souvent choisie pour les personnes âgées car les risques des hypoglycémies sont faibles. Il existe ailleurs des médicaments proposant ces 2 molécules dans un même comprimé. Le patient n'aura que 2 pilules à avaler chaque jour au lieu de 4, ce qui facilite la régularité du traitement. Pour un diabète plus fort, nécessitant un médicament plus puissant, le médecin pourra opter pour une association metformine et glinide, ou metformine et sulfamide. Pour les patients qui ne supportaient pas la metformine et prenaient des glinides, il peut ajouter un inhibiteur de l'enzyme DPP4. L'analogue de l'hormone GLP-1. À ce stade, il est aussi possible d'introduire un analogue du GLP-1. Bieta pour le non commercial, il mime l'action de l'hormone GLP-1 chargée de donner le signal de fabrication de l'insuline. N'étant disponible que par voie injectable, les médecins le prescrivent rarement en début de traitement. Cela dit, le patient peut se faire lui-même son injection en sous-cutané. À la différence de l'insuline, la dose est toujours la même. Susceptible de faire perdre du poids, ce médicament est souvent utilisé pour les patients présentant un surpoids important. L'analogue du GLP-1 sera utilisé en combinaison avec la metformine, avec les glinides ou les sulfamides mais pas avec un inhibiteur de l'enzyme DPP4 puisque ces 2 médicaments ont des mécanismes d'action proches. Dans l'étape 4, c'est la prise de 3 médicaments. Si l'hémoglobine glyquée dépasse 7%, il devient nécessaire d'intensifier le traitement en ajoutant une 3e thérapeutique. Il s'agit d'associer des médicaments qui se complètent avec des mécanismes d'action différents. Par exemple, metformine glinide inhibiteur de l'enzyme DPP4. Ou encore metformine sulfamides analogue du GLP-1. Des autres combinaisons sont évidemment possibles. L'étape finale, c'est la prise des insulines. Après 20 ou 25 ans d'évolution du diabète, alors que les capacités de sécrétion de l'insuline par le pancréas sont arrivées à épuisement, l'insuline par injection devient presque toujours le recours indispensable. Dans la majorité des cas et après un court apprentissage, le patient sera capable de faire ses injections lui-même. Sinon, le recours à une infirmière à domicile sera toujours possible, soit momentanément pour assister le patient, soit définitivement. L'amélioration constante du matériel des injections, aiguilles très fines et courtes, stylo injecteur jetable ou avec cartouche, permet au plus grand nombre de garder cette autonomie vis-à-vis de leur traitement. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour avoir nos derniers conseils et recommandations.